Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler des relations bourreau-victime plutôt d'un point de vue psychanalytique. On va aller voir ce qui se joue à l'inconscient quand on est dans ce type de relation. Donc on va aller regarder plutôt du côté de la victime. Peut-être que ça vous parlera si vous avez déjà été ou vous êtes actuellement malheureusement dans une relation de ce type-là. Alors évidemment, effectivement, dans ce genre de relation, au bout d'un moment, l'invitation, c'est plutôt de partir de cette relation. Mais partir, c'est bien, mais l'idée, c'est de ne pas recommencer et de mettre de la conscience quand on part, afin de mettre du sens et de partir avec une certaine énergie qui va vous permettre d'aller de l'avant. Et non pas quelque chose qui va vous faire stagner ou qui va vous faire recommencer le schéma. C'est vraiment le but ici de ma vidéo. Alors déjà, je vais définir un peu ce que c'est que la relation bourreau-victime. Donc on est dans une relation avec deux personnes, deux protagonistes, une personne dans un rôle du bourreau et une personne dans un rôle de la victime. On parle bien ici de rôle, c'est pas des états d'être immuables. Et puis on peut être dans une relation plutôt dans le rôle du bourreau et dans d'autres relations plutôt dans le rôle de la victime. Ces rôles sont interchangeables en fonction des relations, et puis ils sont aussi d'ailleurs interchangeables au sein même d'une relation. C'est-à-dire que dans certaines relations, les rôles ne sont pas figés, on peut alterner d'un rôle à l'autre. Alors dans ces relations bourreau-victime, on va avoir du côté le bourreau qui va agresser la victime. Quand je parle d'agression, je ne parle pas forcément d'agression physique, quand bien même ça puisse exister évidemment. Le bourreau va aussi agresser verbalement sa victime. Alors ça peut être de manière directe, avec des insultes, avec du rabaissement. Ça peut être aussi des fois de manière plus subtile. En tout cas, on est dans quelque chose qui va rabaisser, faire mal à la victime. Du côté de la victime, on est plutôt sur un profil passif, contrairement au bourreau qui lui va être actif, il va émettre l'agression. La victime, elle va être passive, elle va la subir et elle ne va rien dire. En tout cas, pas à son bourreau ou pas s'affirmer de manière conséquente. En tout cas, la victime peut éventuellement se plaindre vis-à-vis des amis ou peut-être vis-à-vis d'autres, des personnes de confiance, mais elle va pas forcément tenir tête à son bourreau. Il y a ce caractère un peu passif de la victime. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces relations ? En fait, les deux protagonistes vont se rencontrer sur on appelle ça une faille narcissique, donc une faille intérieure, une faille psychique, qui va être assez similaire et qui va entraîner à la fois un complexe d'infériorité et complexe de supériorité. Et en fait, les deux protagonistes vont être assez complémentaires. C'est-à-dire que le bourreau, lui, va être plutôt dans un complexe de supériorité vis-à-vis de sa victime, se sentir plus beau, plus belle, plus fort, plus intelligent, etc. Et il va projeter son complexe d'infériorité sur sa victime. Je rappelle là-dessus qu'en fait, on ne peut pas avoir de complexe de supériorité sans complexe d'infériorité. Quelque part, le complexe de supériorité est là pour masquer le complexe d'infériorité. Projeter, ça veut dire que c'est attribuer à l'autre des qualités qu'on pense de soi, en fait, des qualités qu'on pense, c'est pas forcément des choses réelles, c'est des choses qu'on pense de soi, mais qui nous gênent. C'est-à-dire, par exemple, on a ça des fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé sur la route, petit accro, pas forcément jusqu'à pas forcément jusqu'à vous rentrer dedans, mais voilà, il y a eu un petit risque. Et la personne était clairement en tort. Elle a grillé une priorité, c'est clairement en tort. Et la personne vous klaxonne. On est sur la projection, c'est-à-dire que la personne, elle a mal fait quelque chose. Elle ne peut pas encaisser le fait qu'elle ait mal fait quelque chose. Elle va le projeter sur le protagoniste en extérieur. Ça lui permet de maintenir l'illusion qu'elle a bien fait, qu'elle était dans son droit, qu'elle n'est pas en tort, parce que ça lui est pas supportable d'être en tort. Je mets cet exemple de côté.
Là, par rapport à la relation bourreau-victime, le bourreau ne peut pas supporter d'être faible, de se sentir faible ou vulnérable ou pas intelligent, etc. C'est ce qu'il pense de lui. C'est pas réel, mais en tout cas, c'est ce qu'il pense de lui. Il y a un vrai complexe d'infériorité et pour se prémunir de ce complexe d'infériorité, il va le projeter sur sa victime et se dire, ben voilà, c'est cette personne avec qui je suis en relation, ma victime qui est faible, qui est ceci, qui est cela, et donc ce n'est pas moi. Voilà un peu le mécanisme. La victime, elle va s'identifier à ce complexe d'infériorité. Elle va quelque part se dire, eh ben oui, j'ai pas fait assez bien, eh ben oui, etc., etc. Et puis, alors, sur les personnalités, éventuellement, essayer de faire mieux, essayer de prouver. En tout cas, elle va un petit peu l'absorber, ce complexe d'infériorité, et l'incarner. Il y a autre chose aussi, c'est-à-dire que chez la victime, il y a également une forme de complexe de supériorité, mais qui est plus subtile, où on entend souvent chez les personnes qui ont du mal à partir de ce genre de relation, qui disent « oui, mais il pourrait peut-être changer, oui, mais… et puis ils vont excuser le bourreau, mais vraiment dans l'idée de oui, mais en fait c'est parce que il a pas confiance en lui, il a besoin de moi, etc., etc. Il y a vraiment un imaginaire autour d'une place où la victime se sent être la personne qui pourrait aider son bourreau quelque part. Donc la victime, elle n'est pas tout à fait dupe, elle voit que le bourreau a des difficultés. D'ailleurs, ça fait partie du mécanisme aussi de l'emprise, hein, où le bourreau va se victimiser auprès de sa victime, et c'est ce qui va appuyer en fait son côté sauveur, hein. La victime a souvent un côté sauveur, et dans le côté sauveur, il y a ce côté un peu complexe de supériorité, de se dire ben moi je vais sauver l'autre, ben moi je vais l'aider, il va changer de point de vue, il va se rendre compte que notre relation elle est belle, il va se rendre compte qu'il y a de l'amour, voilà, et il y a vraiment cette idée de grâce à mon impact, grâce à ce que je suis, l'amour que j'ai en moi, grâce à ma gentillesse, grâce à ma tolérance, je vais le sauver. Il va changer, il va faire tomber le masque et nous allons pouvoir vivre cette relation fabuleuse qui est idéalisée, fantasmée. Qui montre quand même que la personne qui pense ça, la victime qui pense ça, alors déjà c'est naïf, mais déjà elle se dote quand même d'un certain pouvoir. Parce qu'en plus, dans la plupart du temps, elle le sait, la personne bourreau, on est souvent sur une personne plutôt dans la séduction, voilà, qui est pas à son premier coup d'essai. Mais la personne victime, elle va se dire, avec moi, ça sera différent. Il y a quand même une façon de se placer un peu au-dessus des autres, de s'octroyer un pouvoir qu'elle n'a pas. Et c'est une forme quelque part de narcissisme. Alors c'est vrai que narcissisme, c'est un mot qui est assez souvent mal vu, presque comme une insulte. Là, ce que je veux dire, c'est que il y a quand même une idée de se dire, moi je peux, moi je vais l'aider, voilà, de se mettre un petit peu au-dessus quand même des autres qui ont pu échouer dans ce genre de relation, type de relation. Et ça, c'est difficile pour la victime de lâcher, en fait, de venir se rendre compte de ses limites et de se dire, bah non, l'autre il a un problème et j'ai pas de pouvoir de le changer. J'ai pas vraiment de pouvoir de l'aider, de faire face à ses limites. Cela va être la difficulté de la victime de faire face à ses limites, à son incapacité à changer l'autre, à contrôler l'autre, à lui faire ouvrir les yeux, etc., etc. Et ça, faut pas croire, hein, c'est vraiment difficile de renoncer à une forme de pouvoir qu'on s'octroyait avant et qu'on se rend compte qu'il n'est plus. D'ailleurs, quand généralement c'est quand la victime arrête la relation, ce qui est difficile, alors il y a toute la notion de perte, effectivement, tout ça, et puis tout aussi la dévalorisation que la victime a subie, hein, c'est pas rien mine de rien, mais il y a aussi ce côté, se rendre compte de s'être trompé, de se rendre compte des limites. Ah oui, j'ai eu toutes ces limites. Alors ensuite, je voulais vous parler d'une deuxième chose qui est le processus d'idéalisation inconscient. Alors ça vient vraiment de la petite enfance, hein, vraiment déjà dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, au moment de l'Oedipe. Vous savez que dans l'Oedipe, ou pas d'ailleurs, que l'enfant va être attaché à séduire le parent, ou plutôt du sexe opposé,
bien qu'il y ait un autre type d'Oedipe qu'on appelle l'Oedipe inversé, où l'enfant va avoir des pulsions d'amour envers le parent du même sexe, mais c'est une manière un peu détournée d'atteindre l'autre parent du sexe opposé. Donc pour la petite fille, va y avoir des élans d'amour envers le père, et donc ce père surtout va représenter l'être idéal. Alors pourquoi c'est vraiment un mécanisme de défense assez qui est pas intuitif mais assez simple à comprendre, c'est que c'est aussi l'âge où le petit enfant est confronté avec le concept de la finitude et de la mort. Donc le fait quand le corps vieillit au fur et à mesure que le temps passe et qu'un jour on va mourir. Dans l'idée de vieillesse, pas forcément dans l'idée de la mort accidentelle. Et donc de ce temps qui passe. Et ça, c'est vraiment très très angoissant pour le petit enfant. C'est vraiment vu comme c'est un peu la castration ultime, c'est le fait d'être réduit au point de mourir. Et donc la petite fille, pour prendre, parce que je sais que mon audience c'est quand même beaucoup de femmes, la petite fille, pour faire face à cette angoisse que va générer le fait de prendre conscience de la finitude de la vie, c'est de mettre le papa à la place de l'être, on va dire, immortel, sur lequel le temps n'a pas prise. Et avec un processus qui dit que si mon papa m'aime, alors je suis moi aussi l'être intemporel, le temps n'a pas de prise sur moi. Et en fait, le fait que le papa va aimer sa petite fille va permettre de diminuer cette angoisse que l'enfant vit intensément à cet âge-là, donc l'angoisse de la finitude de la vie. Voilà, et le processus est le même pour les petits garçons, mais du coup visé avec la maman, où c'est le parent de sexe opposé, donc là la maman qui va représenter ce calmant, qui va représenter l'être immortel, quand bien même elle ne l'est pas. Et du coup, si maman m'aime, du coup, je suis rassurée et l'angoisse de la mort diminue. Et en fonction de ce que l'enfant a un peu retenu comme caractéristique du parent de sexe opposé, donc pour la petite fille, plutôt le père, va y avoir un réflexe dans la vie d'adulte d'aller rechercher une personne qui va avoir des caractéristiques similaires, quand bien même ces caractéristiques ont été source de souffrance. Par exemple, si la petite fille avait un papa qui avait une certaine forme d'agressivité et de violence, elle peut chercher à le retrouver à l'âge adulte, parce que même si c'est violent, cette personne va du coup incarner le père idéal, et donc va incarner finalement un personnage qui paradoxalement va faire baisser son angoisse vis-à-vis de la finitude de la vie. Donc c'est vraiment des choses assez subtiles, et c'est de la base de l'inconscient, on va dire, c'est la source, c'est l'origine. Évidemment que, donc ça c'est un processus chez la victime, évidemment que la personne victime dans la relation bourreau-victime n'a pas conscience, elle se dit pas la personne avec qui je suis va me permettre de ne pas vieillir et de ne pas mourir. C'est pas du tout conscient, c'est un processus très inconscient. Par contre, on peut le voir chez certaines personnes, par exemple quand elles sont, par exemple des femmes qui sont avec des hommes potentiellement violents. Des fois, ils sont pas vraiment violents physiquement, je parle. Des fois, ils sont pas forcément très violents physiquement, mais elles vont dire oui, mais si je le quitte, j'ai peur que ça soit pire, j'ai peur du coup que la personne devienne violente, ou j'ai peur que s'il est déjà violent physiquement, que la personne la retrouve et soit très violent physiquement. Il y a des personnes comme ça peut arriver, mais dans beaucoup de cas, en fait, c'est pas vraiment justifié. C'est une projection fantasmatique, et c'est pas le cas. Et en fait, c'est lié, c'est un peu cette idée qui s'exprime de si je quitte, je perds l'être idéal, je perds l'homme idéal, donc idéalisé inconsciemment, et du coup, je retrouve mon caractère mortel. Voilà. Et ça, c'est très compliqué et c'est très 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 angoissant. Ce qu'il faut comprendre, c'est là où il y a un travail à faire de la part du protagoniste, de la victime, c'est de dire qu'est-ce que j'ai projeté sur cette personne, quel idéal j'ai projeté, comment cette personne me rappelle le parent idéal.
Et de petit à petit, alors ça se fait plutôt en thérapie, en fait c'est assez difficile de le faire vraiment tout seul, de se détacher de ce besoin, de ce parent idéal, d'être aimé par ce parent idéal. Donc ça, c'est le plus difficile, c'est ce qui permet au schéma de ne pas recommencer, parce que c'est très simple. Imaginons que la victime arrive à s'extirper de la relation. Mine de rien, à l'intérieur d'elle, il y a toujours cet enfant qui a peur et qui, pour apaiser sa peur, va rechercher l'être fantasmé idéal pour apaiser l'angoisse qui vient de la petite enfance. Et ainsi, ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Voilà. Mais en tout cas, si vous vous reconnaissez un peu dans ce schéma-là, ou alors que vous avez rompu avec une personne et vous êtes en tout cas reconnu dans ce schéma-là, gardez en conscience que avec votre partenaire, vous avez projeté un idéal. Et quel est cet idéal? Voilà, d'essayer vraiment de le conscientiser, même si les comportements qui vous faisaient souffrir, ben ça vous paraît pas idéal. Ben non, c'était pas idéal. Je souffrais dans cette situation. Oui, vous souffriez, mais l'inconscient a comme coché, c'est comme des cases. Ok, ben ces comportements, cette manière d'être, c'est l'être idéal. Voilà, c'est comme si l'être idéal avec des caractéristiques qui vous faisaient souffrir, mais quand même c'est l'être idéal, donc c'est vers ça qu'on veut aller. Voyez. Et donc le fait de prendre conscience de ça va permettre de se détacher. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas conscience des choses, de ce qui se joue à l'inconscient, en fait cet inconscient il est un peu libre. Alors pas complètement, mais il y a quand même quelque chose où il nous berne, il prend un peu le dessus. Quand on en prend conscience, quelque part on purge un peu une partie de l'énergie qui est enfermée dans cet inconscient et on peut y mettre notre regard d'adulte. Je dis ça, c'est très important parce qu'il faut savoir que là, cet inconscient qui est à l'œuvre, il a 3 ans, peut-être 4. Il a fait des suppositions et il a fait des conclusions à partir d'une maturité d'un petit enfant qui a 3-4 ans et qui a peur. Aujourd'hui, vous avez évolué, vous êtes devenu un adulte. Donc le fait de ramener à la conscience et d'y poser votre regard d'adulte, ça fait comme à nouveau un lien et une harmonisation entre l'adulte avec votre maturité d'aujourd'hui et cet enfant qui était immature. Et ça fait évoluer en fait la partie de vous, enfant, à ce moment-là, si elle devenait plus adulte. Alors que tant qu'il y a ce clivage, avec cette partie de vous qui reste uniquement dans l'inconscient, c'est une partie de vous qui a 3-4 ans. En fait, c'est un petit peu comme si, au moment où vous choisissiez votre partenaire, la partie